Vous suivez le journal télévisé PP en direct, où les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace extérieur sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné. Quoi, ça va? Voici des infos sur l'actualité mondiale. Eh bien, il y a quelques instants, un tremblement de terre a eu lieu là-bas au Japon, un séisme de magnitude 7,6 qui a déjà déclenché une alerte au tsunami. Le tremblement de terre a été signalé, généré. Des alertes d'évacuation ont déjà été émises pour les zones côtières, cela dans différents points de la préfecture d'Amori. Cela se passe au Japon, comme je vous le dis, un sujet qui, évidemment, avec une magnitude de 7,6, un séisme fort, nous allons voir si cela reste à 7,6, selon le sismologue. L'alerte est en cours en ce moment et les caméras sont dirigées vers l'océan, pour attendre l'arrivée de vagues qui pourraient m'en survenir à cause du tsunami. Déjà, à la télévision japonaise, ils annoncent qu'il pourrait y avoir des vagues allant de 1 à 3 mètres à certains endroits. Donc ce sont des vagues, quoi qu'il en soit, considérables, évidemment. Restez attentifs à ce qui pourrait se passer au Japon dans les prochaines minutes. Nous allons observer, nous allons discuter, nous allons analyser non seulement ce qui se passe au Japon, mais nous allons aussi commenter d'autres actualités afin d'attendre de voir si le tsunami va arriver ou ce qui se passe. Non, évidemment, mais certaines images sont déjà rapportées, comme celle de caméras de sécurité qui montrent ce tremblement de terre. Si nous allons sur le United States Geological Survey aux alertes de tsunami, l'alerte reste actuellement active, l'alerte est toujours là. L'alerte concerne spécifiquement le Japon, et il n'y a pas d'alerte pour le moment pour le Pacifique, par exemple pour les États-Unis, le Canada, le Mexique ou le Chili, l'Équateur, etc., etc. Pas les pays qui se trouvent tournant du côté du Pacifique. Pour l'instant, aucune alerte connue, mais voici ce séisme de magnitude 7,6. Voici la zone où l'épicentre est tombé, au Japon, et l'alerte reste active pour le moment. Nous resterons attentifs pour observer ce qui se passe et regarder certaines images. Est-ce que cela les surprend pendant la nuit? Oui, voyons si on peut entendre quelque chose ici. Ikonando Pacifique. Eh bien, ce que vous entendez en arrière-plan, c'est l'alerte. Ils préviennent un peu la population, évidemment, des risques liés au tsunami. Dans ce cas-ci, il s'agit du tsunami. Ils donnent l'alerte car un tsunami approche et l'avertissement est diffusé. Cela aussi, eh bien, attire l'attention là-bas. Selon ce que rapporte cette personne qui a publié la vidéo, il était 23h heure du Japon. Non, c'est bien le moment où cela arrive, n'est-ce pas? C'est le sujet. Nous, ici, c'est encore le matin, alors que pour eux, c'est déjà la nuit. N'est-ce pas évident que ça les prend déjà chez eux, n'est-ce pas? Probablement pas, donc en plus, pas lundi, alors bon, ça aussi, ça attire l'attention. Il y a certaines personnes qui ont publié des vidéos au moment où cette situation s'est produite. Non, là, il y a déjà quelques réactions, on voit les rues désertes, au moins, bien, écoutez ceci. Voyons. Même les voitures s'arrêtent, regardez au fond, elles s'arrêtent, le feu est vert, mais elles sont arrêtées là. Les gens aussi sont arrêtés, ils semblent attendre de voir ce qui va se passer. Ce n'est pas que les câbles en haut empêchent de voir Kimero, les câbles en haut sont en train de se balancer. Ça arrive déjà. Qu'est-ce que c'est? Ça se passe? Je ne sais pas, non. La pierre arrive déjà, attendez la pierre, attendez-la, attendez la pierre, attendez-la. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Eh bien alors, un séisme de magnitude 7,6 a frappé la côte nord-est du Japon, déclenchant une alerte au tsunami pouvant atteindre 3 mètres scadés. Il parle de la vague. L'épicentre se trouvait à 80 km au large des côtes d'Aomori, à une profondeur d'environ 44 km. Le gouvernement japonais a immédiatement activé une cellule d'urgence et a demandé l'évacuation des zones côtières. L'épicentre au large des côtes du Japon a généré une alerte immédiate de 3 mètres pour la vague. L'épicentre à quelques kilomètres de la côte a généré une alerte immédiate et a demandé l'évacuation des zones côtières. L'épicentre à quelques kilomètres de la côte a généré une alerte immédiate et des zones côtières. Épicentre à quelques kilomètres du Japon. Une alerte immédiate a été lancée et l'évacuation des zones côtières a été demandée. Épicentre, alerte immédiate et demande d'évacuation des zones côtières. Épicentre, alerte immédiate et demande d'évacuation des zones côtières. Alerte et demande d'évacuation des zones. Épicentre à des kilomètres, zone, kilomètre de l'épicentre. Générant une demande d'évacuation des zones côtières du Japon, une alerte a été lancée depuis l'épicentre. Eh bien, ils sont effectivement en face de l'épicentre. Le séisme a eu lieu ici. Les premiers à se blesser sont signalés dans la zone de Hachinohe. Les mouvements sismiques ont déclenché l'alerte régionale ces derniers jours dans le Pacifique. Il y a eu une activité dont je vous ai parlé, car elle a été remarquable. Le sujet volcanique et sismique a été important ces derniers temps, car il a été très actif, disons-le. Selon les rapports, les instructions à la population sont claires. Évacuer immédiatement vers des terrains élevés et ne pas revenir tant que l'alerte n'est pas levée. Officiellement, l'alerte selon le gouvernement lui-même. Évacuer immédiatement les zones côtières ou fluviales vers des endroits plus sûrs. L'agence météorologique japonaise avertit qu'elle est responsable, c'est elle qui s'occupe de donner ce type d'alerte. Ils rapportent également que dans le cadre de cette alerte en cours, il s'agit d'un tsunami nocturne, un tsunami pendant lequel ils parcourent actuellement les rues pour vérifier d'éventuels dégâts. Ce à quoi on assiste en ce moment n'est pas une simple secousse, c'est un mouvement assez fort. Un séisme qui pourrait même, selon les experts, laisser une cicatrice géologique dans cette région. Il faut rappeler qu'en 2011, il y a eu ce tsunami, ce séisme de magnitude 9, un tsunami extrêmement violent, avec des vagues dépassant les défenses anti-tsunami de la zone, et qui a causé des dégâts à la célèbre centrale nucléaire de Fukushima. Ils ne disent pas la partie où. Le facteur le plus dangereux dans tout cela, c'est qu'il y a une variable temporelle, dans laquelle, si cela n'est pas pris en charge à temps, si l'alerte précoce d'évacuation n'est pas déclenchée, eh bien c'est un risque. Le facteur de la nuit, le fait qu'il soit 23 heures et qu'il puisse y avoir des gens qui dorment. Il se peut que des gens n'en soient pas rendus compte de cette situation et c'est un facteur de risque supplémentaire, disons, selon les rapports. La première ministre, Sanae Takaichi, assure déjà qu'elle est réveillée, qu'elle est au travail, qu'elle travaille en ce moment même, toute la nuit, selon ses dires. C'est un signe que, le Japon ne sous-estime normalement pas ce genre de choses, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ils sont toujours très attentifs à cela. Il faut se rappeler que 2011 a représenté pour eux un signe noir, c'est-à-dire 2011 pour eux a été une situation qui a compliqué leur économie, qui les a fortement affectés, qui leur a apporté une urgence, même nucléaire, n'est-ce pas ?
Donc c'est ce spectre qui plane, disons, en ce moment le souvenir de cette situation de 2011. Évidemment, le nord-ouest du Japon, qui est la région touchée jusqu'à présent, c'est là que se passe vraiment l'action. Dans d'autres régions du Japon, ils sont relativement tranquilles, mais cette partie du nord-est, eh bien, c'est celle qui présente le plus grand risque. Plusieurs services le sont interrompus depuis longtemps, ils le signalent, nous allons le confirmer et tenter d'obtenir l'information. D'accord ? D'après ce que rapporte The Japan Times a aussi quelques informations qui me semblent intéressantes. Le gouvernement japonais, dit-il, est déjà actif. Il travaille depuis le bureau de gestion de crise qui se trouve au siège du Premier ministre. Les préfectures de Miyagi et Fukushima pourraient aussi être affectées par les vagues, mais plus légèrement. Près de Fukushima, des vagues jusqu'à 1 mètre sont possibles. Non, c'est ce qu'il affirme, n'est-ce pas ? Eh bien d'abord, des pays voisins aussi, comme par exemple la Corée du Sud et la Russie. Vers le Kamtchatka, regardons la carte, mais dans cette zone aussi, une sorte de préalerte au tsunami va être donnée pour cette région de la Russie. Et ils assurent en chat que la Corée du Sud est également en alerte, même si là-bas, eh bien, c'est du côté opposé à l'endroit où se trouve le séisme. L'alerte concerne aussi un possible tsunami, même s'ils insistent sur le fait qu'ils sont simplement en train de vérifier. Il y a comme une préalerte, pour ainsi dire, dans cette région. Nous allons continuer à mettre à jour et à voir comment évolue cette alerte. Laissez-moi recharger la page. Eh bien, l'alerte est maintenue, elle est là. Tant qu'elle reste, cela veut évidemment dire que le tsunami n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas, ou que l'alerte n'a pas été levée. Ils pensent qu'elle va encore continuer. Non, le très célèbre anneau de feu, n'est-ce pas, qui est toute cette région du Pacifique qui englobe les États-Unis, le Mexique, l'Équateur, le Chili, le Pérou, etc. En Océanie, non vers la Nouvelle-Zélande, ni l'Indonésie ou le sud de l'Asie, mais aussi vers le Japon, la Kamtchatka et la Russie. Toute cette zone fait donc partie du fameux anneau de feu où se produit la majeure partie de l'activité sismique de la planète. C'est-à-dire, si on s'éloigne un peu, on voit qu'autour, il y a souvent des séismes importants, pas dans toute cette zone. Les anneaux mettent en Inde. Hier, nous avons justement parlé de plusieurs séismes qui ont attiré l'attention vers l'Alaska. D'ailleurs, l'un de ces séismes qui a eu lieu en Alaska était assez fort, entre l'Alaska et le Canada. Vous vous souvenez que, heureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent dans cette région, mais le problème se pose justement dans la zone d'Anchorage. Non, c'est une ville, en fait, la plus grande qu'il y ait, cette ville qui se trouve là-bas en Alaska. Cette ville a connu un essaim sismique important, n'est-ce pas ? Il y a quelques jours, les experts parlaient enfin d'un possible essaim dans cette zone. Également à cause d'un séisme de magnitude 5 qui s'est produit là-bas, mais aussi d'une série d'environ 40 petites secousses dans la zone au large des côtes de Jalisco. N'est-ce pas que cela a aussi eu de l'importance, mais bon, regardez aussi le Kilauea, n'est-ce pas, qui a été très actif. Là aussi, la partie sismique est importante, n'est-ce pas ? Dans cette zone d'ailleurs, à part ça, je veux dire, il a été très actif dernièrement. Oui, Porto Rico, c'est ça. Avec toutes ces répliques depuis le grand séisme d'il y a quelques années, non. Un peu plus, mais très actif. La zone aussi par là, mais bon, revenons à ce qui se passe au Japon. Allons dans les détails et nous allons mettre à jour ce qui se passe, nous allons actualiser tout de suite et aussi passer à d'autres nouvelles, n'est-ce pas ? Aussi, puisque nous sommes ici, parlons d'autres situations importantes et revenons au sujet du tsunami, du séisme. Non, pour voir ce qui se passe. Ce n'était pas à 7h, à 11h, avec 15 minutes. C'est à ce moment-là que le séisme s'est produit. C'était en mer, c'était au large, n'est-ce pas ? Le séisme a eu lieu là-bas. Approchons-nous exactement de l'épicentre. C'est ici, regardez, oui. Et il y a une réplique d'ailleurs de magnitude 5. Voici le séisme de magnitude 7,6, déjà officiel, chiffre officiel, et voici celui de 5, réplique de ce séisme. Celui-ci a eu lieu à 11h15, non, et ensuite celui-ci a eu lieu à... Regarde, pratiquement, ça se produit à la même heure, laisse-moi vérifier l'heure, c'est-à-dire c'est aujourd'hui le 8 décembre. C'est correct ?
c'est la même, hein. La même heure, au moins le séisme logique de... Attends, non, j'ai déjà l'heure. C'est 15-18 minutes après, celui-ci a lieu 18 minutes après le 12 août, donc c'est à 11h33 du soir. Celui-ci est à 11h15, 11h33 du soir. Oui, ce sont les deux différences, ce n'est pas à dire. Oui, c'est la partie intéressante. Maintenant, le port de Mutsu ou Gawara ainsi que le port d'Urakawa auraient déjà détecté des vagues de 40 cm. Dès que le séisme s'est produit, il y a eu une vague qui leur a semblé étrange et ils l'ont déjà signalée, d'environ 40 cm. Ce n'est pas grand-chose, mais c'était une vague de type tsunami, n'est-ce pas? Ils ne savent pas si ce n'est qu'un premier mouvement. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'information indiquant que la mer se retire, ce qui serait aussi important, n'est-ce pas? Si la mer se retire, eh bien, c'est déjà un mauvais signe, non? En attendant, eh bien, nous continuons ici à vous informer en détail de ce qui se passe. Merci beaucoup aussi à la communauté. Nous allons évidemment continuer à discuter ici avec la communauté. Merci beaucoup d'être avec nous. Un énorme salut et un salut spécial, évidemment, à Ale Estreita, qui nous accompagne aujourd'hui ici à la modération. Ale, comment vas-tu? Content de te voir ici. Nous t'envoyons un grand salut et aussi un grand salut, évidemment, à ton projet Planetita, qui est vraiment génial. Salutations à Francisco Ars, Odilia, Christy Clancy et toute la communauté présente. On discute, on prend un café pendant qu'on revient à cette situation pour voir comment ça va, non? Jusqu'à présent, il n'y a pas de rapport de gros dégâts matériels, apparemment quelques blessés dans un port. Mais à part cela, il ne semble pas grave. Il n'y a pas de rapport indiquant que ce soit grave, du moins jusqu'à présent, et il n'y a pas non plus de rapport concernant l'effondrement d'un bâtiment. Il n'y a rien de ce genre non plus, du moins jusqu'à présent, n'est-ce pas? Nous allons avancer sur ce sujet, nous allons passer à d'autres rapports, et comme je vous le dis, nous reviendrons, nous irons et viendrons sur cette situation. D'accord, allons-y. En attendant, en Chine, il se passe d'autres choses, tout près de là où nous parlons. Au Japon, il se passe aussi des choses intéressantes. Mais en ce qui concerne Taïwan, on dirait que tu apprécies Sanae Takaichi, la première ministre du Japon. Eh bien, cela a suscité quelque chose de très fort, n'est-ce pas? Donc on a réveillé le tigre, pour ainsi dire, là-bas en Chine. Non parce que les Chinois ont été très en colère, non, à tel point qu'ils ne se sont pas seulement tournés vers Taïwan, mais aussi vers le Japon. Ils assurent que la première ligne rouge a peut-être déjà été franchie. La Chine lance un avertissement direct non seulement à Taïwan, mais cette fois-ci aussi aux États-Unis. La tension sera nouvelle et la Chine et les États-Unis, eh bien, ils ont été de plus en plus présents. Regarde, et ça tombe bien. Le secrétaire à la guerre, Pete S., nous l'avons mis ici sur l'image. Vous vous souvenez de la vidéo où il disait « Regardez, tranquille, avec la Chine on s'entend bien, il n'y a pas de problème. » Celui-ci, non, ce n'est pas le plan de les étrangler. Il ne disait pas non, littéralement. Il disait « Ce n'est pas le plan, non, ce n'est pas le plan. » On ne s'entend pas bien, mais bon, en ce moment la Chine est fâchée. Pékin a réagi en exigeant des États-Unis de ne pas franchir la première ligne rouge en soutenant militairement l'île. Il faut rappeler que récemment, le Pentagone a annoncé une nouvelle approbation de vente d'armes de la part des États-Unis ou d'entreprises américaines à Taïwan. Des ventes d'armes, donc importantes, n'est-ce pas? Non, n'importe lesquelles, pas des armes légères, mais déjà des armes puissantes. Le porte-parole chinois Wang Jiankun a prévenu que tout soutien aux séparatistes taïwanais serait vu comme une menace directe à la souveraineté et à la sécurité de la Chine. La Maison-Blanche affirme, d'autre part, et réaffirme qu'elle va maintenir la supériorité militaire dans l'Indo-Pacifique. Autrement dit, ils agissent dans l'Indo-Pacifique et disent mutuellement vouloir dissuader toute tentative d'agression. Au milieu de cette compétition avec la Chine qui dure depuis des décennies, les États-Unis sont en train d'armer Taipei. Ce n'est pas nouveau, mais les réactions sont désormais plus fermes. Toute cette zone, et nous utilisons la même carte des signes, puisque nous sommes ici, toute cette zone, depuis cette zone-ci, c'est la mer de Chine méridionale jusqu'aux Philippines. Environ 100 navires de guerre sont présents.
sans exercice militaire en cours. Ils sont actuellement installés sur toutes ces lignes, sur des lignes de perles, plus, moins, plus ou moins, plus. Récemment, cela a attiré l'attention. En plus, c'est public, c'est-à-dire qu'ils mettent le transpondeur pour que ce soit visible. Ce n'est pas comme s'ils étaient en cachet ou quoi que ce soit. C'est public, n'est-ce pas? J'imagine que c'est une démonstration de force, non? Taïwan, donc dans cet avertissement envers, donc dans ce cas envers les États-Unis, cela attire l'attention. Passons à d'autres sujets importants. Nous sommes également attentifs à ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais cette fois-ci, après 2 ans d'obscurité à cause de la guerre à Gaza, Bethléem allume un arbre de Noël. Et cela, évidemment, c'est une nouvelle, au moins différente, n'est-ce pas? Il fallait une nouvelle différente là-bas à Gaza, spécifiquement à Bethléem. Eh bien, regardez cet arbre de Noël, il est vraiment spectaculaire, franchement, surtout en pensant aux conditions que cette région du monde a traversées. Après pratiquement 2 ans de guerre et 2 ans d'obscurité, puisqu'il n'y avait pas d'arbre de Noël, n'est-ce pas? Durant cette période, il y eut au moins 2 Noëls ainsi, parmi les ruines, et tout ce que la guerre a si durement touché. La ville de Bethléem, qui est le berceau ou considéré comme le berceau du christianisme, a de nouveau allumé son arbre de Noël après avoir été sans ce sapin, n'est-ce pas? D'après les rapports, sous une pluie intense, des chrétiens ont participé et même des musulmans ont également participé. Ils se sont réunis sur la place du pentecôtiste de Sèvres, malgré un acte chargé d'émotion, d'espoir, de mémoire, tout cela. L'événement a commencé par un hymne. Curieusement non, et c'était un hymne palestinien. Regardez simplement, après une minute de silence, aussi pour les victimes de la guerre. Après cela, la réunion a continué pour le thème de Noël. Non, eh bien, d'après les rapports, le commerce local est pratiquement paralysé, car il n'est pas encore permis d'accueillir des touristes pour le moment. Ça aurait été incroyable que, eh bien, on puisse déjà commencer à rouvrir au tourisme. Tout cela pour qu'ils se rétablissent un peu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et cela prendra sans doute encore du temps. Mais ont-ils assuré, j'espère que cela donnera un peu d'espoir aux gens, que cela montrera au monde que nous pouvons faire d'autres choses en Terre Sainte, en plus de nous battre, aurait déclaré un jeune chrétien de la région. Et voilà, donc c'est comme ça, des gens qui sont là, eh bien voilà. Face à un conflit aussi dur que ces 2 dernières années pour la région, avec un peu d'espoir, au moins non. Et ça, eh bien, c'est important, au moins pour moi, de vous le partager ici à vous tous. Un autre sujet qui retient l'attention, où le conflit persiste, est celui entre l'Ukraine et la Russie. En ce moment, on signale que ce bâtiment, au fond, a été attaqué lors d'une offensive massive avec des drones iraniens. Ce bâtiment appartient à l'infrastructure électrique. Ce bâtiment, d'après les rapports, a été attaqué avec 149 véhicules aériens sans pilote dans toute la région, toute cette zone, afin de cibler l'infrastructure électrique de cet endroit. D'après les rapports, 149 drones ont touché cette zone, dont la plupart ont été neutralisés. Mais sur les 149, ils ont été neutralisés, détruits en vol. 149, la plupart étaient des drones de type kamikaze, une technologie d'origine iranienne que vous connaissez déjà. Malheureusement, ceux qui ont atteint leur cible ont laissé le bâtiment ici. Plus tôt dans la journée depuis dimanche. Nous avons signalé cela hier, ce barrage qui a également été touché là-bas en Ukraine, un barrage où il n'y a pas eu de victimes. Mais oui, eh bien, évidemment, si le barrage s'effondre ou s'il reste endommagé, eh bien, en cas de pluie, en cas d'inondation, ce barrage peut représenter un risque. Évidemment. Donc aussi, eh bien, cela fait partie de ce qui se passe en ce moment à cause de ces vols. Tout d'abord, je voulais vous saluer. On commence à voir plus d'images du séisme de magnitude 7,6. Regardons cette image, il fait très sombre. Une panne de courant touche certaines zones, selon les rapports. Écoutez ceci.
C'est la ville d'Aqabat. Aqabat, la ville d'Aqabat. Eh bien, c'était la sirène qui avertit non plus du séisme, mais c'est une sirène qui avertit du tsunami. Ils sont en train d'avertir les gens qui vivent là-bas sur la côte qu'ils doivent évacuer, aller dans les zones en hauteur, c'est ce qu'on leur demande en ce moment. Eh bien, cela fait partie de ce qui s'est passé. Le tsunami arrive, le séisme, le tremblement de terre, c'était à 11 heures, mais le tsunami peut mettre des heures à arriver. Donc c'est déjà différent, selon le lieu et le mode du mouvement. Les caméras de sécurité révèlent un séisme intense et parfois très fort. Mais bon, ça s'arrête là, n'est-ce pas? Pas aussi intense que ce 9 qu'il y a eu en 2011 qui était aussi très violent, non? C'est aussi un autre point important, là on voit déjà certains médias en parler, évidemment. Là, on mentionnait un 7,2, ça c'était il y a 2 heures. Maintenant, c'est confirmé comme un 7,6 selon l'United States Citizenship and Immigration Services des États-Unis. C'est là que nous en sommes et nous continuons à voir comment la situation évolue. Comment ils appellent ça? La menace de tsunami qui reste active d'après ce que nous voyons, du moins ici dans la transmission. Il est 10h24 du matin. Heure du Mexique, heure de la ville de Mexico, ici il est 10h24 du matin. Eh bien, l'alerte au tsunami reste active. Il semblerait que la zone de l'épicentre du séisme se trouve en mer. 7,6 soit environ 44 km de profondeur. En gros, c'était l'information donnée. La dernière donnée de profondeur est de 44,1 km de l'équipe C. Ce serait celle-là, non? Avec une première réplique, la même, il n'y a pas d'autre réplique pour le moment. Ce n'est pas le 7,4. Là, on le voit, 44,1 km de profondeur. Et on voit cette réplique, non, qui est celle de 5 avec 44,3 km de profondeur. Ce serait la réplique. Jusqu'à présent, non? Cela fait aussi partie de ce que l'on vit en ce moment. Et bon, comme je vous le dis, nous allons passer en revue les actualités et ce qui se passe au niveau mondial en ce qui concerne l'information. Et nous allons et venons aussi avec les commentaires que je serai très heureux de lire. Salutations à Pantherita, à Marilyn, à Wilkoff. Moi, c'est le klaxon de la machine à laver. Réfrigérateur, matelas et batterie qui m'a réveillé encore plus mal. Ah, je sais, celle-là est vraiment dure, non? Quand ça te réveille, c'est pas facile, c'est vraiment dur, c'est ça. Salut Wilkoff, Caribel, ça va? Très bien. Roblox, Francisco Ars, à toute la communauté, dit Carib, beaucoup, comment vas-tu? Alia Estreita, un grand salut, super, à toute la communauté qui est déjà abonnée, qui est déjà ici. Blanca Barcelo, comment ça va? Qui est déjà abonné? Merci beaucoup pour cela. Passons donc à d'autres sujets également importants. Bonjour à ceux qui viennent tout juste d'arriver. Odilia, comment allez-vous? Nous attendons simplement avec lui. Nous allons patienter pour voir si nous pouvons diffuser en direct le tsunami, s'il a lieu. Il y a une première vague d'environ 40 cm dans 2 ports, mais sans confirmation que ce soit déjà le tsunami complet, on ne sait pas encore. L'alerte s'est maintenue pour toute cette partie du nord-est du Japon. Non, principalement cette zone et cette autre zone qui sont celles qui font face au tsunami. Non, s'il y a déjà une préalerte dans cette zone de Russie et dans cette zone, ici de ce côté en Corée, non, en Corée aussi il y a une préalerte par là. D'après ce qu'ils disent, il pourrait aussi y avoir un problème dans cette zone. Passons donc à d'autres sujets. Le président des États-Unis, Donald Trump, ne voulait pas entendre cela. Mais on l'avertit qu'une inflation arrive et qu'il y a déjà de l'inflation aux États-Unis. Ici, vous nous l'avez dit, vous nous l'avez commenté. Ceux qui vivent là-bas aux États-Unis nous l'ont dit. C'est au moins cette perception que vous nous donnez de comment... Enfin non, ce n'est pas une perception parce que vous le vivez, n'est-ce pas? De l'augmentation de certains produits, n'est-ce pas, que vous avez vécu. Et que, maintenant, la prochaine présidente de la fête de Trump, elle met en garde à ce sujet, elle met en garde contre cette situation.
Il faut rappeler qu'il y aura des changements, possiblement à la Fed. Il faut rappeler aussi qu'il y a de l'inflation sur certains produits technologiques, mais qui reste logique à cause de certains événements, par exemple avec les compagnies. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'une inflation généralisée arrive. La possible nomination de Kevin Hansen comme président de la Réserve fédérale par Donald Trump a déclenché l'alerte chez les économistes, parce qu'ils affirment qu'il pourrait d'abord y avoir une perte institutionnelle. Justin Wolff, économiste reconnu, avertit aussi que cette manœuvre pourrait reproduire le modèle turc, où la politique monétaire dépend du pouvoir exécutif. Si tu perds l'indépendance de la Fed, alors les entreprises n'ont plus confiance dans l'économie. Oui. Et c'est là qu'un problème peut survenir. Parce que si Donald Trump nomme une personne qui n'était pas indépendante, oui, une personne qui obéit simplement à ses ordres, alors les entreprises le peuvent dire « tu sais quoi ? Il ne m'est plus avantageux d'investir ici, je vais investir ailleurs, n'est-ce pas ?» La Maison-Blanche nie actuellement la possibilité de répondre à toute annonce officielle. Ils n'ont pas voulu l'officialiser, mais il y a déjà des rumeurs sur qui cela pourrait être si c'est quelqu'un de proche de Trump. Attention car cela va probablement poser des problèmes, on avertit même d'une possible instabilité ou même d'une inflation déjà considérable. En attendant, voyons voir ce qui va se passer, non ? Quoi ? Quel est le prochain changement ? Au fait, d'un autre côté, l'OTAN est aussi, en ce moment, en train de donner un avertissement que je trouve très intéressant. Parce que hier, nous commencions justement cela, non. Hier, nous parlions de la façon dont cela se passe, en se concentrant au maximum sur quoi l'OTAN devrait-elle se focaliser actuellement. Alors que clairement, la proximité avec les États-Unis est de moins en moins forte. Il semble qu'il y ait une nouvelle alliance à l'époque de Donald Trump, spécifiquement avec Vladimir Poutine. Cela a provoqué des commentaires et de la méfiance, bien qu'il l'ait incogné ensuite. Mais bon, c'est comme ça que le chef a été toute la semaine. La marine britannique avertit que la suprématie navale de l'OTAN dans l'Atlantique est déjà en danger. Pourquoi cela ? Parce qu'il se déploie dans toute la mer Baltique, il déploie dans des sous-marins, il se déploie aussi en mer du Nord. Et donc cette zone qui est essentiellement le cœur de l'OTAN, venant de Saint-Pétersbourg, ils ont été. Ce sont de petits sous-marins, ce ne sont pas ces grands sous-marins que la Russie montre parfois, ce sont des sous-marins relativement petits. Il n'y a pas beaucoup de monde à bord, mais leur nombre est impressionnant. La Suède s'est déjà plainte qu'au moins une fois par semaine, ils croisent l'un de ces sous-marins sur leur côte, un de ces sous-marins chaque semaine. Des Russes partout ici. Ils attribuent cela au déploiement accru de navires et sous-marins russes. En 2 ans, le Royaume-Uni a constaté une hausse de 30% des mouvements russes près de ses eaux. Le général Sir Win Jenkins a averti « Nous tenons bon, mais pas pour longtemps ». Il souligne que le plus inquiétant dans cette activité sous-marine russe, c'est qu'ils sont pratiquement invisibles. Le navire espion Lantar, par exemple, et d'autres actifs navals ont été interceptés à plusieurs reprises, les surprenant, au large des côtes françaises et britanniques. Alors qu'ils ne s'en étaient même pas rendus compte, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas vus arriver, ils ne savaient même pas depuis combien de temps ils étaient là. Depuis Moscou, l'effort des capacités sous-marines sera redoublé. Ils ne se sont pas concentrés sur les grands porte-avions, en fait en ce moment ils n'ont même pas un seul porte-avions, pas un seul en état de marche. Concernant les sous-marins, ils ont beaucoup évolué et l'investissement dans les capacités sous-marines et la guerre asymétrique a doublé, assure-t-il. Pendant ce temps, l'OTAN tente de protéger les infrastructures critiques comme les oléoducs et les câbles sous-marins, essentiels pour 98% du flux de données télé mondial. Aujourd'hui, la guerre ne se déroule plus à la surface de la mer, mais sous la mer, car c'est là que se trouvent les oléoducs et les câbles sous-marins. Là où passe 98% du trafic Internet. Imagine à un moment donné qu'une situation de conflit survienne. Vous vous retrouvez sans énergie et sans données, sans information. Coupure, et en un rien de temps, tu te retrouves avec un problème assez grave. Aussi,
C'est l'un des aspects du projet d'Elon Musk de Starlink, donc qui a beaucoup dérangé. Je parle de la Russie et de la Chine, ce projet les a beaucoup dérangés. Parce qu'en gros, ça te donne accès à Internet partout, non ? C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'est multiplié, même si c'est illégal en Iran d'acheter les antennes Starlink, elles se sont multipliées, beaucoup d'antennes ont été vendues là-bas, même si le gouvernement ne les autorise pas. Donc l'utilisation de Starlink s'est répandue dans toute cette région, et cela montre aussi comment une entreprise peut générer cela, dans ce cas Starlink. Mais il y en aura d'autres qui vont vendre ces accès Internet par satellite, qui ne dépendront plus des câbles sous-marins, mais simplement, je t'envoie sur le signal, ce sont des satellites très bas, des satellites super bas, mais qui te permettent d'avoir, et ils sont tellement nombreux, il y en a tellement que tu ne ressens pas que ce soit un signal lent. Tu peux même jouer à des jeux vidéo, et tu ne vas pas ressentir un grand délai. C'est-à-dire presque immédiat, pratiquement immédiat. Non, pour ceux qui l'ont essayé, ils savent de quoi je parle. Bon, voilà comment ça se passe. Sur ce sujet, on ne va pas revenir sans cesse sur le thème du tsunami et toute cette situation. Mais laissez-moi vous dire qu'en ce moment, il y a une réunion avec Emmanuel Macron. Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni, et Volodymyr Zelensky se réunissent avec les alliés européens à Londres, après que Donald Trump lui a demandé pourquoi il tarde à répondre à son plan de paix. Un plan de paix qui est favorable, donc, pratiquement aux intérêts russes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé à Londres aujourd'hui, lundi, pour rencontrer les alliés européens et essayer donc de négocier avec eux et avec les États-Unis. Donc cet éventuel accord de paix, qui serait excellent si les deux parties parviennent à un accord et trouvent un point de perdant-perdant ou de gagnant-gagnant, n'est-ce pas ? Comme vous voulez le voir, mais n'est-ce pas trop biaisé ? Cette proposition qu'il a faite, ces points sont, disaient de certains républicains des États-Unis, essentiellement la liste de souhaits de Poutine. Non, je veux dire, comment est-il possible qu'on veuille faire un arrangement de ce genre ? Allons-y. Donc nous allons revenir, que se passe-t-il en ce moment là-bas au Japon ? Allons-y. Allons-y, bon, d'accord. Quelques images là du séisme. Un utilisateur japonais a partagé sur Twitter une vidéo du séisme ayant frappé Hokkaido, Japon. À en juger par l'heure et l'écran, cela a été enregistré juste au moment où le tremblement était à son point le plus fort. La personne affirme que cela a semblé très long, c'est-à-dire que ça a duré longtemps et que tout tanguait. Apparemment non, c'est une partie de ce qu'ils sont en train de rapporter là-bas. La bonne chose, c'est que des vagues ont déjà été observées, on observe déjà des vagues, elles sont petites, heureusement, mais elles sont là. Regardez, ce sont les vagues qui ont été observées en ce moment. 50 cm, 40 cm, 40 cm, 30 cm, 30 cm, 20 cm. Ce sont de petites vagues, et voici où elles ont été observées. C'est par exemple dans le port de Kushi, dans le port de Mutsugawara, sur la côte d'Urakawa. Aussi sur la côte d'Orimo, dans le port de Oshinoe, et sur la côte de Shiranoi, également avec des vagues de 20 cm 100. Ce sont de petites vagues qui sont toujours là. Voici ce que l'on sait des observations du tsunami jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de l'alerte au tsunami. Voyons si cela continue. Permettez-moi de voir si cette alerte continue. Là, nous l'avons. Permettez-moi, c'est bon. Elle se maintient. Cette alerte ne se maintient pas. Voyons si quelque chose de plus arrive. Telle est la prévision de tsunami. Entre 1 mètre et 3 mètres, selon la zone, selon la côte. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Comment ce tsunami va-t-il se produire, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire, c'est l'estimation, au moins une vague qui, selon la zone, j'insiste, va se produire. Hein. Ici, voyons si ça bouge. Attendez, laissez-moi le dire. Alerte en cours dans cette zone. Et on s'attend à ce que les vagues arrivent dans cette zone. Non, par exemple, ici, plus loin dans cette zone, loin de l'épicentre, attendez-moi un instant. Ici, dans cette zone, la vague de 30 à 40 cm s'est produite, alors qu'ici, il était signalé qu'elle allait atteindre entre 30 cm et 1 mètre. C'est plus loin, ici, dans la zone à plus haut risque. Ces deux petits endroits sont là où il y a le plus de probabilité d'avoir un tsunami. Un peu plus grand ici, eh bien, il était déjà arrivé avec quelques petites vagues, non ? Donc ça aussi, je considère que c'est important, pas seulement ce qui se passe là-bas au Japon, allons dans les détails, non ? Qu'est-ce qui change concernant le séisme ? Voyons s'il y a eu des dégâts. Il est encore trop tôt pour savoir ce qui s'est passé, même si au Japon, l'information est généralement très rapide. Oui, il est signalé qu'il y a encore des coupures de courant et des annulations de transport public qui persistent. Eh bien, sans bouger, évidemment. Et regarde, voici déjà la dernière mise à jour, allons-y. Selon l'alerte au tsunami, les vagues pourraient atteindre jusqu'à 3 mètres. L'épicentre se trouvait à environ 80 km au large d'Aomori. Des milliers de personnes ont déjà été évacuées et le gouvernement japonais a activé ce qu'on appelle la force de tâche d'urgence. Aucune irrégularité n'a été confirmée dans les centrales nucléaires, c'est-à-dire pour le moment, il n'y en a pas, il confirme qu'il n'y a pas d'irrégularité dans les centrales nucléaires. C'est une très bonne nouvelle. En gros, après, voyons quelle heure il est là-bas au Japon, quelques heures se sont déjà écoulées, mais je sais déjà qu'il confirme si rapidement. C'est-à-dire, c'est super, n'est-ce pas ? Heure du Japon. Voyons, regardons l'heure au Japon, comment c'est là-bas. Il est 1h40, 11-12, 1. Il s'est déjà écoulé 2h40 et c'est déjà confirmé. C'est une grande nouvelle. Il y a de la tranquillité quant au fait qu'il n'y a aucune fuite dans les centrales nucléaires, aucune alerte, aucun problème. Jusqu'à présent, même si le tsunami arrive, ce sera un tsunami relativement petit. Du moins, c'est ce qu'on attend, non ? Ce séisme se produit également dans la même région, dans la même zone où le tremblement de terre de 2011 a eu lieu. Cela, évidemment, a inquiété, surtout parce que cela rappelle ce grand séisme qui a eu lieu. Mais tôt ou tard, il y a des séismes là-bas, non ? Le centre d'alerte au tsunami du Pacifique avertit que des vagues dangereuses peuvent atteindre jusqu'à 1000 km de l'épicentre. Alors regarde, avec ça, on se fait une idée d'où les vagues peuvent frapper, voyons voir. Regardons la carte pour voir où les vagues peuvent aller. C'est cette zone, regardez, 1000 km pour qu'on se fasse une idée d'où ce séisme s'est produit, c'est ici dans cette zone. 1000 km serait à peu près, je vais m'éloigner un peu pour calculer où sont 1000 km. Ce serait 1000 km. Par exemple, Kamtchatka, oui, ce serait plus ou moins dans la zone à risque, Kamtchatka. Je ne sais pas, même si je sais que la Corée est en alerte en ce moment, mais j'ignore si le tsunami sera un problème, parce qu'elle est de l'autre côté du Japon. Mais bon, elle est aussi dans la zone à risque. En fait, tout le Japon est pratiquement sous la menace d'un tsunami dangereux en termes de risque, c'est ce qu'ils disent. Certaines zones ont déjà confirmé, certaines zones ont déjà confirmé avoir reçu leur tsunami, selon le porte-parole de l'agence météorologique du Japon. Ils exhortent la population à évacuer vers des zones élevées et à rester éloignés des côtes jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que certains ont déjà reçu ce petit tsunami que nous voyons tout à l'heure, qui est très léger, n'est-ce pas ? Pourtant, ils disent qu'il faut rester prêt à ce genre de situation, non ? Louis. C'est l'image, non, c'est ce que nous voyons il y a un instant, nous allons laisser l'image. Complète, voilà, regardez, voilà, parfait, super. Bien, en attendant, nous continuons à suivre les commentaires, nous voyons qui est là, pendant que nous regardons cela et d'autres rapports aussi, évidemment. Comment vas-tu, à la petite étoile ?
Il dit oui, on est en train de discuter par là. Super, il dit. Désolé si je dérange, je voulais juste m'abonner. Comment vas-tu? J'ai fini les salutations Wilcoff, comment vas-tu? Salutations Panterita, très bonjour Marcella, comment vas-tu Leonardo? Très bonjour à tous, comment ça va? Il dit, profondeur 44,1 km. Probabilité qu'il n'y ait pas de tsunami. Bon, le tsunami peut se produire, l'alerte est Stella, non, l'alerte est c'est public. Mais il a raison de dire que ce n'est pas très superficiel, n'est-ce pas? C'est aussi important, dit-il. Je pense qu'il n'y aura que de petites vagues, dit-il. J'espère qu'il n'y aura pas de tsunami, non? Ce sont, disons, les petits tsunamis. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas, non, il y a des tsunamis, oui. Mais ils sont vraiment petits, non? Il dit. L'agence météorologique japonaise dit qu'il y en a, pas qu'il y a ces tsunamis, mais qu'ils sont petits, non? Enfin, du moins, ce sont celles qui arrivent ici. Non, le centre d'alerte au tsunami du Pacifique indique que des vagues dangereuses peuvent atteindre jusqu'à 1000 km de l'épicentre, affectant des zones de Russie, selon le rapport. Non, alors, eh bien voilà. En attendant, ils ne veulent pas se fier à la situation, j'imagine. Et c'est pour cela qu'on demande, eh bien, l'évacuation, n'est-ce pas? C'est la logique, du moins, qu'ils ont là-bas, non? Chez les Japonais, non? J'imagine aussi, avec les expériences passées, il vaut mieux ne pas se fier. Mais oui, ça donne plutôt l'impression que ça ne va pas être très très grave l'affaire, ça ne semble pas si sérieux que ça. Même si le séisme, bien sûr que le séisme est fort, pas comme le dit Paternita. La profondeur, oui, c'était quelque chose, pas trop non plus, mais c'était quand même important, non? 44 km,1 celui-ci aussi. Et la réplique était pareille. La réplique était de 44,3, le séisme de 5 avec la réplique, eh bien, petite, non? C'est intéressant aussi. Passons à d'autres sujets, on revient vite vérifier les nouveautés, sinon abordons d'autres thèmes importants. Il y a déjà les premières victimes de l'attaque qui a eu lieu entre le Cambodge et la Thaïlande hier. On voit ces images où les gens se déplacent, quittant la zone de conflit. Hier, les affrontements ont repris à la frontière Cambodge-Thaïlande et 4 civils auraient perdu la vie. Malheureusement non, le Cambodge a lancé des attaques aériennes et la Thaïlande en a fait autant. Chacun accuse l'autre d'avoir commencé, mais en réalité on ne sait pas vraiment. N'est-ce pas? 9 personnes blessées, dont 4 décédées. Eh bien, d'après les rapports, ces blessés sont le résultat de l'attaque du Cambodge contre l'armée thaïlandaise, lors d'un affrontement qui a commencé hier. Aujourd'hui, lundi, puisque c'était déjà lundi, c'est maintenant mardi là-bas, il est déjà le 9. Selon Ned Petraya, le ministre de l'information cambodgien, c'est lui qui confirme ces personnes blessées, n'est-ce pas? Alors, le responsable affirme dans un message publié sur son propre compte officiel Telegram que les militaires thaïlandais ont mené des opérations aériennes contre des cibles militaires au Cambodge, selon ce qu'ils ont déclaré. Non, ça fait partie de ce que l'on vit. Ces personnes que nous avons vues au début se rendent dans des refuges, et ces refuges étaient, du moins d'après ce que l'on sait, saturés de monde hier, n'est-ce pas? Le porte-parole de la zone de défense cambodgienne, Maliso Seta, aurait annoncé dans une déclaration télévisée que les forces armées thaïlandaises auraient tiré sur des civils civils. Il dit « Au moins cela s'est produit dans 2 villages, utilisant des armes légères et lourdes. Ils ont attaqué de manière indiscriminée des zones résidentielles. » Eh bien, c'est une accusation très grave, n'est-ce pas? Il semble que cette idée selon laquelle la zone avait été pacifiée, en réalité, eh bien, cela ne s'est pas produit. N'est-ce pas comme nous vous le disions, vous voyez qu'ils signent des accords, mais qu'ils ne règlent pas leurs problèmes de frontières. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire, et fondamentalement, le problème est là. En fait, c'est un tout petit morceau où tu te dis, mec, et c'est un petit bout où ils ont un temple. Pour eux, c'est à la fois très important et pas vraiment.
L'un est important financièrement grâce au tourisme, l'autre pour des raisons religieuses. Ils disent « Cette partie devrait être à nous, c'est le côté, et ce n'était que quelques centaines de mètres, pas beaucoup. » L'autre refuse, disant qu'il a son commerce ici et que la frontière ne peut pas changer simplement parce qu'on le souhaite. Avec ça, ils sont en conflit depuis déjà plusieurs mois, non? On en a parlé ici, non? Bon, il y a eu les tarifs douaniers aux États-Unis, non? Et les tarifs douaniers disaient que les prix allaient augmenter. Et on a déjà vu certains prix augmenter sur des produits qui viennent d'Asie, du Japon, de Chine, etc. Mais disent-nous les entreprises, attendez, cette augmentation des prix n'est pas due aux tarifs douaniers. L'augmentation des tarifs va seulement arriver. Elle est sur le point d'arriver, mais on n'a pas encore vu cette hausse. Ils affirment que si vous pensiez que les hausses liées aux tarifs douaniers étaient déjà là, ce n'est pas encore le cas, mais cela viendra. L'effet caché, les tarifs douaniers vont se faire sentir. Les tarifs imposés par Trump commencent à frapper le portefeuille du consommateur, selon ce que montrent les détaillants comme Kohl's, Under Armour ou Williams. Sonoma avertit que les prix vont commencer à augmenter jusqu'en janvier. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les stocks s'épuisent. Les stocks s'épuisent. Ils apportent plus de produits et, quand ils en apportent plus, ils arrivent avec la taxe appliquée et c'est là que vous allez ressentir la hausse des prix. Donc peut-être que les achats de Noël seront sauvés dans ce sens car ils n'auront pas la taxe supplémentaire, mais après, cela viendra avec. Des entreprises comme General Motors et Force ont déjà signalé des pertes de plusieurs millions parce qu'elles ont absorbé les coûts des droits de douane qui ont commencé dès le début, presque depuis que Trump a commencé. Il affirme qu'ils ne pourront pas supporter ces coûts longtemps et qu'ils finiront par répercuter les droits de douane sur la population. Les petites entreprises dans Maeztejoloi n'ont pas de marge de manœuvre et elles ont déjà recours à l'endettement ou vendent même à perte pour pouvoir survivre. Le gouvernement affirme que sa stratégie commerciale n'affecte pas le prix pour le consommateur. Ils insistent là-dessus, mais clairement cela se produit, disent les économistes. Et il y a une sorte de gueule de bois, une sorte de mal de tête post-Noël, c'est-à-dire celle de janvier. À ce moment, ils pensent que la consommation va baisser. C'est Noël, tout le monde s'endette et s'en sort d'une façon ou d'une autre. Mais après janvier, la situation devient peut-être un peu plus difficile. Dur, n'est-ce pas? Dans ce sens-là, non? Donc voilà, c'est en partie ce qu'ils sont en train d'avertir. D'un autre côté, une nouvelle plutôt positive. Voyez-vous, l'un des plus grands problèmes que rencontrent actuellement les intelligences artificielles et les serveurs pour Internet. Et pour maintenir toutes ces plateformes, tout ce qui concerne Internet, la crypto, l'intelligence artificielle, tout cela nécessite de grands serveurs, n'est-ce pas? Et tout ce traitement consomme beaucoup, absorbe beaucoup d'énergie et évidemment cela génère aussi de la chaleur bien sûr, donc toute cette énergie et toute cette chaleur qui sont générées vont maintenant commencer à être exploitées. En Finlande, le secteur du numérique proposerait, enfin le projet a déjà commencé. C'est un projet que je trouve super intéressant, au moins dans des pays froids comme la Finlande, c'est intéressant, non ? La chaleur résiduelle des centres de données est devenue la solution concrète à laquelle sont confrontés les pays froids comme la Finlande, et plus précisément Helsinki, dans laquelle ils cherchent à décarboner le chauffage urbain. Les opérateurs comme Telia ou Equinix canalisent déjà 90% de la chaleur générée par leurs serveurs vers le réseau de chauffage de la ville. Cela profite à au moins 20 000 foyers de la région. Ce système repose sur un réseau avancé qu'ils appellent District Heating. Les pompes à chaleur industrielle élèvent la température jusqu'à 90 degrés Celsius, pour ensuite l'élever à ce niveau. Ils la distribuent de manière efficace, disons, à toute la ville, pour que tu aies un chauffage par secteur, non ? Ce système, dit-il, est donc une façon d'utiliser une chaleur qui existe déjà dans les serveurs, mais distribuée vers ces endroits. N'est-ce pas ? Cela diminue le coût de l'électricité pour cette zone et l'utilisation, donc, de différentes formes de chauffage, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment super intéressant ce sujet, n'est-ce pas? Et puis, d'un autre côté, c'est bien aussi. Voyons si on peut voir cette image ici. Voilà ce que nous sommes en train de regarder, n'est-ce pas?
Des soldats de la première armée royale de Thaïlande auraient utilisé un fusil antimatériel, dit-on, pour détruire un monument du Cheval d'Or, un emblème en l'honneur de la 3e division de soutien de l'armée royale du Cambodge, située à Pal In Phet-Kon, à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Là-bas se trouvait le cheval, là on voit le petit cheval, un petit cheval symbolique pour eux. Eh bien, ceux de l'autre côté, ceux de Thaïlande, disons, l'ont détruit, non ? Ceci est à l'intérieur du Cambodge, mais juste à la frontière. Ainsi disparaît un symbole peu intéressant, rien de plus. C'est-à-dire, voilà, eh bien c'est ça, c'est la rivalité qu'il y a là-bas. Passons à nos sujets. Regardez cette image. La vérité, c'est que c'est surprenant. Comme vous le voyez là, c'est-à-dire ça a l'air oscillant, un peu tremblant. Un peu de tout, on voit un peu de tout. Du moins, c'est la sensation que j'ai, je ne sais pas, les amis qui ont eu des expériences avec Gortan, avec différents séismes, dites-moi comment vous le ressentez, mais bon, c'est le moment. Des bureaux désormais vides. Il faut te rappeler que cela s'est produit à 23h15 non. La plupart des bureaux étaient déjà fermés. D'après ce qui s'est rapporté, c'est le moment exact du séisme, dit-il. À ce moment, la ville de Hachinoge subissait une secousse de magnitude 7,6, capturée dans la succursale de Hachinoge à Aomori. Eh bien, ceci fait partie de tout ça. C'est Hachin Broadcasting, n'est-ce pas ? C'est la compagnie et c'est la zone où cela s'est produit. Eh bien, ce n'est pas une chaîne d'information. Ils avaient cette petite caméra et ont capturé cette image. L'activité, c'est vraiment surprenante. Voyons si l'alerte a déjà été levée, si l'alerte au tsunami a déjà été levée. Non, l'alerte est toujours là. Non, l'alerte est là. Rechargeons la page. Voilà, eh bien, nous allons rester attentifs pour voir comment la situation évolue. L'activité de ce séisme, du moins la partie la plus préoccupante, c'était la partie nucléaire. Eh bien, il a déjà été confirmé que tout est calme, donc très bien. Voilà pourquoi. Il a également été confirmé qu'il n'y a, pour l'instant, aucun décès, du moins jusqu'à présent. Seuls quelques blessés légers ont été signalés. Non, cela s'est produit dans un port. Dans le port où s'est situé l'épicentre, qui est cette zone que nous voyons à l'instant, c'était en face de Hokkaido, n'est-ce pas ? Et donc, eh bien, jusqu'à présent. Pendant ce temps, les vagues qui sont arrivées, selon la télévision japonaise, ce sont celles-ci. Ce ne sont pas de petites vagues, n'est pas son Nekosotsebacha, qui, d'après les rapports, avaient été détectées. Et puis, il y a les horaires, n'est-ce pas ? À quelle heure ces vagues ont-elles été repérées ? Eh bien, comme le disait celui de la météorologie japonaise, ce sont des vagues qui sont déjà les premiers petits tsunamis qui arrivent. Non, c'est ça le problème, n'est-ce pas ? Voilà le sujet et nous laissons l'image de la situation actuelle. Non, évidemment, s'il y a un sujet, au moins, il me semble important. Pour le tsunami, ils ont déjà été évacués, non ? C'est-à-dire, ce ne serait plus, comme on dit, allons-y, il n'y aurait plus autant de risques ? En théorie, non, car on suppose que les gens sont déjà évacués. Toutes les côtes du nord-est du Japon n'auraient pas été évacuées. Pas vers cette zone. Cette zone aurait été évacuée, aussi bien les côtes que les ports, car ils ont dû se déplacer vers des zones en hauteur. Non, c'est ce qui se serait passé. Quoi d'autre sait-on ? Non ? Quel est le... Ah, quoi ? Y a-t-il plus d'informations à ce sujet ? Eh bien, un homme dans la ville de Tohoku a également été blessé, lorsque sa voiture est tombée dans un trou après l'arrivée du séisme. On ignore si le trou existait déjà ou s'il a été causé par le séisme. En fait, on ne sait pas.
Mais disons qu'il a quelques blessures, il n'est pas dit que sa vie soit en danger, mais oui, il y a une autre personne blessée. Cela s'ajoute, disons, voilà. Cela provient de rapports dans lesquels plusieurs personnes ont été blessées, par exemple dans un hôtel. On sait aussi qu'il y a des blessés confirmés dans un hôtel de la préfecture de Hokkaido. Oui, aucun autre détail n'est précisé, ni le nombre non plus. Non, la première ministre ne dit pas ce qui suit. Maintenant, nous avons autre chose à vous proposer de la part du Premier ministre, dit le rapport. Le communiqué indique, en plus de demander aux personnes se trouvant dans les zones à risque, d'évacuer en cas de danger potentiel. L'avertissement précise qu'il pourrait y avoir encore plus de danger pour la population après le tsunami. Cela dit, je ne comprends pas bien pourquoi, dit-il. Même après le tsunami, la deuxième ou la troisième vague pourrait augmenter de taille. Regarde, c'est intéressant, dit-il. Selon ce que rapporte le service de météorologie du Japon, la première, la deuxième et la troisième vague pourraient en augmenter de taille. Il est donc recommandé de prêter une grande attention aux informations concernant le tsunami et de ne pas quitter les lieux sûrs tant que l'alerte n'est pas levée. Regarde, c'est tout. C'est-à-dire que ces petites vagues ne signifient pas que tout est déjà terminé, il peut y avoir une autre vague plus grande, ou même une troisième encore plus grande. Tous situés dans la zone côtière du Pacifique central de Hokkaido, la côte pacifique d'Aomori et la préfecture d'Iwate, où une alerte tsunami a été lancée. S'il vous plaît, évacuez immédiatement vers des endroits sûrs situés en hauteur ou dans des bâtiments d'évacuation. Selon ce qu'ils disent, ce que je vous dis là a été publié il y a 18 minutes, Donc, c'est la toute dernière information, n'est-ce pas ? Ils ont donné ce rapport il y a 18 minutes, donc l'alerte continue. Le problème persiste. Non, ce n'est pas encore terminé, n'est-ce pas, Il déclare lors d'une conférence de presse à Tokyo. L'agence météorologique du Japon a indiqué que certaines régions ont déjà été frappées par un tsunami. Selon le responsable, certaines régions ont déjà subi un tsunami, et d'autres devraient aussi être touchées, aux alentours de 1h à 3h du matin environ. C'est la plage horaire où l'activité pourrait avoir lieu. Il reste donc un peu de temps avant une éventuelle annulation. Pas maintenant, car il est déjà presque 2h du matin, on dit aux personnes à risque d'évacuer vers un terrain plus élevé. C'est toujours pareil, non ? Vous savez ? L'activité dans ce sens reste donc importante, et il montre cette image, oui, il montre cela où il est écrit. Donc où c'est ? Comme les plus grandes alertes, le séisme a eu lieu ici. Et les alertes sont donc pour ces zones, voilà les 3 préfectures qu'ils ont. Là où le petit tsunami est arrivé. Ce n'est même pas là, c'est dans la partie la plus au sud, encore plus bas, là-bas vers le Triguat et un peu plus bas. Cette zone, du moins, c'est comme je l'ai compris jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y a une autre zone qui est déjà confirmée de petits tsunamis. Mais la zone la plus étendue, eh bien, ce serait, c'est-à-dire celle-ci qui jusqu'à présent semble ne pas être arrivée, n'est-ce pas ? Donc, eh bien, ça fait aussi partie de ce qu'est un séisme, mais là, ce n'est plus un simple séisme, c'est déjà un tremblement de terre, mais heureusement avec peu de dégâts. Jusqu'à présent, surtout grâce au niveau de préparation, j'imagine, n'est-ce pas ? Au final, non, parce que ce n'est pas si important que ça. Une zone à part, très sismique, mais aussi très riche et prévoyante, n'est-ce pas ? Les Japonais, s'ils ont une qualité, c'est qu'ils sont prévoyants, et malgré cela, ils ont eu leur surprise, n'est-ce pas ? 2011 en a été une, mais j'imagine qu'ils continuent à se préparer constamment. Sans cela, si je dis qu'ils apprennent du passé, ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. Bon, allons-y, lisons quelques commentaires et passons à d'autres sujets, à d'autres situations également importantes. Comment va Raoul Caribel ? Très bien, comment ça va ? Comment tu vas ? Dit Wilco. Je m'inquiète pour la maison des Miyagi à Okinawa. Je ne me souviens plus si c'était vraiment là, mais si oui, je veux dire la Solarar. Et dans la fiction, n'est-ce pas ? J'imagine que dans la réalité, eh bien non, ça n'existe pas. Alors, comment allez-vous ? Comment vous portez-vous ? Un grand merci de nous accompagner cette semaine. D'accord, voyons voir. Il y a une mise à jour, on me dit, concernant le sujet du Japon. Allons-y. Laisse-moi, allons-y.
Eh bien, il y a une mise à jour sur ce qui se passe avec le tsunami. Il n'y a pas de mise à jour sur ce qui se passe avec ce tsunami. Allons dans le détail. Ils vont sûrement rapporter, en donnant les détails ou les dernières informations connues. On estime que le tremblement de terre d'aujourd'hui a causé entre 1 et 100 millions de pertes économiques. C'est encore un intervalle très large, mais il publie déjà ce graphique, n'est-ce pas? Ce graphique, le voici, regarde. C'est une estimation, comment ça s'appelle? Comme l'estimation des pertes économiques, et c'est l'estimation qu'on a en ce moment. Certains sont en jaune, non? Entre 1 et 100 millions de dollars environ, c'est la perte économique qui avait été enregistrée. C'est vraiment rapide, franchement, c'est impressionnant, honnêtement, c'est hallucinant la façon dont ça se passe. Bon, eh bien, maintenant c'est un calcul approximatif, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas le Japon qui le fait, tu vois, je vois que c'est directement l'United States Geological Survey des États-Unis qui le fait. Eux aussi ont une estimation approximative, n'est pas? Non, en espèce, c'est un pays. Le Japon se prépare à un tsunami pouvant atteindre 3 mètres, d'après ce qu'ils viennent de rapporter. Qu'est-ce que c'est? Il y a à peine 5 ou 10 minutes, à peu près, ça dit 11h36, mais ici, il est 11h04, donc j'imagine que c'est incorrect. Ici, il y a 27 minutes, c'est ce qu'il est écrit. Ici, c'est ce qu'il est écrit. Selon le rapport de Newsweek, le tsunami de 3 mètres de hauteur pourrait frapper la côte nord-est du Japon. Il s'agirait d'une vague d'environ 3 mètres. Selon les premiers rapports, une hauteur de 18 à 45 cm est déjà atteinte. Dans plusieurs ports, l'évacuation reste donc en cours. C'est aussi la mise à jour, je ne vois rien de vraiment nouveau, enfin, rien de plus que ça. Il nous parle de la perte, mais à part ça, il ne mentionne que ce que je vous ai déjà dit. L'employé d'un hôtel et que l'alerte est toujours en cours, n'est-ce pas? C'est intéressant aussi, non? L'United States Geological Survey émet une alerte jaune après le séisme au Japon, ceci pour les autres côtes du Pacifique. Aucun tsunami signalé vers les États-Unis pour l'instant, mais l'alerte jaune reste en vigueur. J'imagine que c'est pour rester vigilant et surveiller ce qui pourrait se passer, mais à part cela, il ne semble pas y avoir d'autres sujets. Non, il n'y a pas d'autres situations à risque, il me semble. Nous allons rester attentifs à ce sujet. Je continue de lire les commentaires. En attendant, voyons s'il y a un autre rapport sur ce qui se passe, non? Comment va Roblox? Demande Omar. Ce séisme aurait eu lieu quelques mois avant, à la rivière. Ah, je vois, n'est-ce pas? À cette bande dessinée, non. Au moins, il aurait été plus surpris. Non, il y avait bien l'idée qu'il y avait quelque chose de plus, non? Et tout ça? Il y a plus d'images de ce qui se passe au Japon. Regardons ces images. Allons-y. Un incendie est signalé au Japon, on ne sait pas encore s'il est lié au séisme. Bien sûr, c'est possible, car des accidents arrivent, une conduite de gaz ou autre peut se casser et provoquer un incendie. Mais en ce moment, un incendie est signalé près d'une école d'infirmières. Pas dans l'école, mais près d'une école d'infirmières. Selon les rapports, un lien possible avec le séisme est en cours d'étude, mais non confirmé. C'est ce qui se passe en ce moment là-bas à Aomori, dans la ville d'Aomori. Au Japon, il y a aussi cette autre image. Ce n'est qu'un autre angle, rien de plus. C'est un autre angle de l'incendie. Les ambulances sont déjà là, les pompiers aussi. C'est-à-dire que tout le monde est déjà en train d'agir, ce n'est pas celui-ci. Voilà, regardez, voilà l'incendie, j'insiste. On ne sait pas si cela a un lien avec le séisme de 7,6 et l'alerte au tsunami, dit-il. Les équipes de secours et les pompiers sont actuellement sur place en train de combattre les flammes. Là, regardez les gens, ils essaient d'éteindre, pas les pompiers. Là, c'est aussi important. Il y a une autre image, il y en a une autre. Il y a une troisième image, laissez-moi vous montrer. C'est ce moment. Ceci est une caméra de surveillance, c'est une caméra. Voyons si on peut la voir par ici. Attendez un instant. Voyons, on va la rembobiner. C'est le moment du séisme, n'est-ce pas? C'est le moment du séisme, il dit. Des images de vidéosurveillance montrent le moment où le séisme de magnitude 7,3 de Manitou a frappé le Japon.
Aujourd'hui, le 8 décembre 2025, eh bien c'est vraiment intense. Une de ces caméras fixes, des caméras qui diffusent en direct, eh bien regardez ces images, regardez ça, n'est-ce pas? C'est ça, et là en bas ils sont. Maintenant, regarde, il est 11h16. C'est-à-dire, ça commence vers 11h15, mais en réalité, il est 11h16, c'est l'heure à laquelle le séisme se produit. Aujourd'hui, là-bas au Japon, eh bien, c'est aussi une partie de ce qu'on observe, non? Très intéressante, évidemment, cette situation. Eh bien, passons en attendant à d'autres sujets, à d'autres actualités, également internationales. En attendant de voir s'ils lèvent cette alerte, ou peut-être qu'ils vont la laisser là pendant plusieurs heures, eh bien, tant pis. C'est-à-dire, nous arrêterons de diffuser à un moment donné, je suppose, mais l'alerte, du moins jusqu'à présent, continue. N'est-ce pas? Ils disent donc que ce sera jusqu'à 2 ou 3 heures, à peu près, je crois que c'est ce qu'on vient de dire. Jusque-là. Ça pourrait être comme jusqu'où la vague va arriver, je ne sais pas si je m'imagine, ils laisseront peut-être un peu plus de marge, pas jusqu'à ce que la vague arrive, si jamais elle arrive, non. Passons maintenant à d'autres sujets également importants. Que se passe-t-il avec la question du Venezuela? Il y a plusieurs réactions intéressantes. Remarquez que Cuba réagit à ce qui se passe là-bas entre les États-Unis et le Venezuela. Il rejette, disent-ils, l'accusation de trafic et d'avoir eu des contacts avec les États-Unis au sujet de Maduro. Le gouvernement cubain est sorti aujourd'hui, lundi, pour répondre aux déclarations faites par un ancien chef du renseignement militaire vénézuélien qui a accusé les autorités de l'île de Cuba d'être impliquées dans des opérations de trafic aux côtés du président du Venezuela, Nicolás Maduro. Cette accusation, cette sorte de complicité supposée dans le trafic de substances illégales, de drogue, et tout cela a évidemment suscité une réaction aujourd'hui. Cuba, disant-il, rejette comme absurdes et faux les rapports de presse qui affirment qu'il serait soi-disant en contact avec des fonctionnaires cubains et du gouvernement des États-Unis pour aborder des questions internes. Ils affirment qu'il n'existe pas vraiment de relation significative entre le gouvernement vénézuélien et les Cubains, selon lui. Cuba rejette les tentatives de ternir son parcours irréprochable de lutte pour la paix en Amérique latine et dans les Caraïbes, dit-il. C'est leur façon de s'opposer à la domination en pratique. L'union pour dire non. Celle d'eux, mais il n'y en a aucune. Ce n'était pas le sujet, mais bon, c'est la réaction et il fallait aussi en parler. Évidemment, dans tout cela, au milieu de toutes ces tensions liées à ces situations, on ajoute à cela, cette situation, celle du Venezuela, celle de Cuba et tout le reste. Il s'agit de la question générale des Caraïbes. Non, c'est un sujet qui semble s'éteindre un jour et se rallumer le lendemain. Et c'est comme ça en permanence. Il ne semble pas qu'il va y avoir un changement, donc très bientôt, passons à d'autres sujets également importants. En ce moment même, il parle encore de ce qui se passe là-bas dans les Caraïbes. L'attaque des Caraïbes, celle qui a eu lieu le 2 septembre, l'une des toutes premières attaques contre ces embarcations. Cela continue de poser des problèmes à Pitt, chef du secrétaire à la guerre, en raison d'une série d'illégalités commises. Selon ce que rapportent un peu différentes sources, dont Terence Source, quand c'est une source du New York Times, ils affirment que 2 personnes étaient encore en vie, elles ont élevé la voix et on leur a tiré dessus. Vous vous souvenez que cette image a même été montrée au Congrès, au Capitole, à huis clos? Évidemment, l'image devrait bientôt être publiée. Le manuel sur les lois de la guerre du Pentagone définit les naufragés comme des personnes ayant besoin d'assistance et de soins. C'est-à-dire, regarde ce que stipulent les lois de la guerre du Pentagone, elles disent que toute personne en situation de naufrage,
Comme ces deux jeunes hommes qui étaient là dans cette embarcation sans aucune possibilité d'être sauvés, hein? Ils n'avaient plus de vêtements à cause de l'explosion, mais ils demandaient Franz de l'aide. Non, ils ne demandaient sans pas d'aide, dit-il. Ils doivent s'abstenir de tout acte hostile. C'est pourquoi tuer des naufragés est considéré, selon les règles du Pentagone, comme un crime de guerre commis. Eh bien maintenant, pas contre ces garçons. Alors faites attention à cette affaire parce que ce sont leurs propres règles, même pas celles de l'Organisation des Nations Unies, ni je ne sais ce qui. Non, ce sont les règles qu'ils ont eux-mêmes établies. Donc évidemment, cela va aussi causer de gros problèmes à ce personnage. Hein? Ils vont s'en prendre à l'amiral Frank Bradley et à Pete Hessek, censés avoir donné l'ordre même s'ils disent maintenant que non. D'abord ils ont dit que oui, maintenant ils disent bon que non, qu'il n'a pas donné l'ordre, que c'est l'amiral qui l'a donné, que c'était une décision qu'il a prise. Est-ce qu'on sacrifie l'amiral, peut-être pour le chef, pas pour Pete Hessek, le secrétaire à la défense ou le secrétaire à la guerre? Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Comment s'appelle cette institution? Non, passons à d'autres sujets. Bon, un sujet qui attire aussi l'attention en ce moment, hein. Le tribunal chinois ordonne à Malaysia Airlines de verser 3 millions de dollars en compensation pour la disparition des proches chinois du vol Malaysia Airlines. 370. Oui, imaginez le nombre d'années passées. Je vous disais récemment que la recherche reprend, cette fois par le gouvernement malaisien. Il ne va pas payer cette entreprise pour qu'elle cherche l'avion, mais il donnera 70 millions de dollars s'ils parviennent à retrouver les débris. Oui, cette fois, c'est bien l'entreprise qui le veut, mais une en particulier a les moyens d'aller en profondeur et vérifier si des débris de l'avion sont trouvés. Mais la Chine fait désormais ce mouvement. Le tribunal de Pékin a condamné Malaysia Airlines à indemniser des familles de passagers du vol Malaysia Airlines 370 disparus. Plus de 2,9 millions de yuans, soit 410 000 dollars à chacune de ces familles. Évidemment, ici nous parlons de plusieurs millions de dollars, 3,3 millions de dollars, ce qui est estimé comme compensation pour les familles chinoises. Dans ce vol, n'est-ce pas? Il y a aussi une autre question qui attire l'attention dans ce bras de fer, une nouvelle très intéressante. Voyez-vous, le Vatican rend des objets sacrés qui ont été conservés pendant 100 ans à leurs propriétaires indigènes et véritables détenteurs de ce type d'objets. Les chefs autochtones ont attendu samedi sur une piste de l'aéroport international Pierre Elliott Trudeau, à Montréal, au Canada, pendant que la cargaison était déchargée d'un avion d'Air Canada. Pardon? Les caisses collées contenaient plus de 60 objets culturels précieux, dont un rare kayak en peau de phoque inuit, qui avait été pris dans les communautés des Premières Nations inuites et métisses. Il y a plus de 100 ans, ils sont depuis conservés dans les musées et coffres du Vatican. Donc, eh bien voilà, n'est-ce pas? C'est le retour au final de matériaux sacrés pour beaucoup d'entre eux ou simplement de grandes valeurs culturelles et que le Vatican a finalement décidé de rendre, n'est-ce pas? La chef des nations de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse Nepinak, s'exprime lors d'une conférence de presse où, eh bien, il a assuré que ces 62 artefacts culturels autochtones qui sont arrivés étaient évidemment importants pour leur culture. Il n'y a pas d'inventaire clair de tout ce qui a été emporté, non, mais au moins ces objets-là étaient bien identifiés. Et maintenant, eh bien, ils sont déjà de retour au Canada, spécifiquement sous le contrôle de ces groupes autochtones, de ces groupes qui, là, retrouvent une partie de leur histoire, n'est-ce pas? Qui a été très affecté. Passons à d'autres sujets. Sur d'autres sujets, le président du Conseil européen avertit qu'il ne faut pas interférer dans les affaires de l'Europe, en faisant référence aux États-Unis. Évidemment, et c'est
que bon, ces derniers jours, la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis marque un changement radical dans les relations avec l'Europe. Tellement que l'autre jour, je vous racontais comment le Premier ministre de Pologne, on lui disait « Écoutez, nous avons toujours été partenaires avec les mêmes ennemis. » Mais en insinuant, les choses ont changé entre eux, non ? L'Europe est déconcertée. En vérité, elle ne sait pas trop quoi faire avec Trump, n'est-ce pas ? Et pour la même raison, eh bien aussi avec la Chine, parce qu'il limitait beaucoup la Chine, parce qu'il disait qu'ils avaient des affaires avec les États-Unis. Maintenant, tu te dis, bon, alors je me lance et je fais largement des affaires avec la Chine, puisque de l'autre côté, on me tourne le dos. C'est-à-dire, ou qu'est-ce que je fais, non ? Le président du Conseil européen des dirigeants nationaux, Antonio Costa, avertit que l'administration Trump, contre l'ingérence dans ses affaires, il met en garde contre cette ingérence. Puisqu'ils disent que cette stratégie de sécurité, pour ainsi dire, est eh bien évidemment en train d'affecter les relations depuis 80 ans avec les Européens. Il dit que le soutien de Washington au parti nationaliste européen était inacceptable. Lundi, il a indiqué que des divergences de longue date subsistent avec cette nouvelle stratégie qui va plus loin. Qu'est-ce que Trump est en train de faire ? Trump ne soutient pas les partis d'extrême droite en Europe parce que ce que veut Trump, c'est essentiellement contrôler les partis d'extrême droite, parce que ce sont les siens. Il agit pareil ici en Amérique latine. Il suffit de voir la situation au Honduras, n'est-ce pas ? C'est-à-dire avec un soutien clairement en faveur d'un candidat en particulier. Ils s'immiscent même en pleine élection, font des commentaires et menacent que si leur candidat ne gagne pas, en gros, ce sera l'enfer. Ce sont leurs propres mots. Donc il est évident que c'est le cas. Avant, c'était vraiment une distraction totale, non ? Ils disent bon que les États-Unis soutiennent tel ou tel candidat. Ils le disent, n'est-ce pas ? Mais avant, c'était comme ça, non ? Maintenant, c'est comme s'ils disaient ouvertement « celui-ci est le bon et les autres ne valent rien », non ? Et oui, c'est grave, parce que dans ce cas-là, tu frappes et tu portes atteinte aux démocraties. Pas vraiment celui-ci, mais d'un autre côté, il y a aussi un autre sujet qui attire l'attention. Dans une interview, il a été rapporté qu'ils ne vont pas rester silencieux. Des journalistes arabes dénoncent des menaces de mort de la part de Hamas. Des journalistes arabes ont été menacés par un groupe radical, par Hamas. Dans ce cas, depuis plus d'1 an, Hamas incite à la violence contre des journalistes gazoui qui travaillent avec nous. Et ça, eh bien, c'est aussi quelque chose que je devais dire, puisqu'on l'a dit, comme on dit par là, non ? C'est-à-dire, on a aussi accusé Israël de faire pression sur les journalistes qui sont à Gaza. Mais le Hamas fait aussi la même chose, c'est-à-dire le Hamas. Il a aussi exercé des pressions, même dans leur cas, allant à des niveaux plus durs, comme des menaces contre la vie, n'est-ce pas ? Le journaliste, comme ses confrères de la région, se retrouve pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, la pression d'un pays et de l'autre, la pression d'un groupe radical. Un sujet donc évidemment intéressant aussi, n'est-ce pas ? Et pendant ce temps, pendant que nous sommes ici, eh bien, nous observons. Voyons si l'alerte au tsunami est toujours en vigueur. Eh bien, elle se maintient. Non, l'alerte est toujours là, n'est-ce pas ? Eh bien, ce qu'il faut faire, comme vous le savez déjà, c'est rester à surveiller les Japonais, rester là-bas dans leur refuge, rester dans les zones élevées, attendre un peu que l'alerte passe et que ce soit, eh bien, un passage sûr. En attendant, voyons s'il y a des répliques. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réplique de ce fort tremblement de terre. Il y en a déjà eu plusieurs, Voici déjà plusieurs répliques. Celle-ci a été la première réplique de magnitude 5, n'est-ce pas ? Et puis, il y a celle-ci aussi. Voyons, regardons. Celle-ci qui vient d'avoir lieu, celle-ci, c'était 1h30 après la magnitude 5. Et celle-ci, voyons. Celle-ci, c'est environ 2 heures. C'est-à-dire, il est 10 heures. Donc 2 heures et 2 minutes, voyons. 2 heures et 3 minutes, oui. 2 heures et 3 minutes après. Voici les 3 répliques. Séisme, le principal apparemment, non. 7, 6, 5, 5, 0 et 4, n'est-ce pas ? Tous les séismes.
Celui-ci est à 44 km de profondeur. 43 maintenant, ils l'ont changé, hein. C'était 44, n'est-ce pas? Il dit que c'est... Ah non, pardon, ce n'est pas celui-ci, voilà 44, parfait. Je croyais qu'il l'avait changé. Celui-ci. Celui de 5 est à 44,3 de profondeur, celui-ci est à 42 km. C'est essentiellement sur la même ligne, non? Plus ou moins tous, et celui-ci est un peu différent, je crois, non? Aussi 43,9. C'est-à-dire, ils sont tous à environ 40 km de profondeur, à peu près 40 et quelques kilomètres de profondeur. Eh bien, voilà comment sont les choses. Voyons les commentaires, voyons comment ça s'est passé pour vous. Merci beaucoup de nous accompagner, il dit. Voyons, mettons à jour tout de suite, dit-il. Un tremblement de terre pour le Mexique? Non. Victor, il n'y en a pas. Oui, bon, il y en aura un jour, je suppose, non, n'est-ce pas? Comme il peut y en avoir dans n'importe quelle zone sismique, surtout, non. Salut Victor, comment vas-tu? Très bien, est-ce que l'alerte est toujours en cours, David? Exactement, comment vas-tu? José, Sarah, c'est à toi. Moi, Caribel. Très bien, Maria, comment vas-tu? Comment tu as été? Salutations à toute la communauté. Non, ceci. Voilà, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça le sujet. Ce que dit elle, n'est-ce pas vrai? Enfin, ça dépend. Il n'y a pas des gens qui utilisent de bien le mot tremblement de terre quand il s'agit d'un séisme puissant et qui cause des dégâts, pas forcément des blessés dans ce cas, mais que c'est un séisme puissant. Non. Et dans le cas d'un séisme, c'est quand il n'y a pas de dégâts, mais en réalité, il n'y en a pas. Ce n'est pas une règle écrite, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai vu beaucoup de médias, même très sérieux, qui appellent tout un tremblement de terre. Pour tôt, n'est-ce pas? Oui, un tremblement de terre de magnitude 4. Tremblement de terre de telle ou telle chose, oui, soudainement, eh bien, et c'est valable, ce n'est pas interdit, ni mal, rien de tout ça. Tout simplement. On a décidé d'utiliser séisme pour les petits et d'un tremblement de terre pour les grands, bon, mais ce n'est pas une règle, non? Chacun l'appelle comme il veut, dit celui-ci. Où ça? Bonjour États-Unis. Comment ça va, William? Salut, il dit bonjour États-Unis. Il attend que le peuple vénézuélien se lève, mais William pense qu'il manque de courage. Je ne le crois pas. Hein? Il manque peut-être de la coordination, mais pas du courage, non? Voilà. Malheureusement, il y en a beaucoup, hein? Il y a eu beaucoup d'organisations de la part du Venezuela, et cela grâce aussi au fait que Cuba a aidé à mettre en place ce type de coordination, dans laquelle ils ont créé beaucoup de divisions au sein de la population. Et cela a maintenu ce gouvernement. Essentiellement parce que, oui, il y aura des manifestations, mais le produit intérieur brut, les groupes voisins, etc., vont et disent « Regardez, ils manifestent, ils font des choses. Alors, hein ?» C'est aussi un problème dans ce sens-là. Ce n'est pas un problème civilisationnel, je dirais. De manque de nom. Eh bien, un peu de bon sens, non. Je parle de ceux qui soutiennent le système, peut-être 10, 15 ou 20%. Si tu veux, eh bien oui, mais rien qu'avec ça, tu as de quoi contrôler le reste de la population. Ça, la violence, etc., non? Ces groupes qu'ils ont formés, ces bandes qu'ils ont créées là-bas et qui sont aussi armées, etc. Tout cela n'est pas le problème. Ici, ce sont les Vénézuéliens qui nous ont raconté toute cette histoire, n'est-ce pas? Eh bien, ils finissent par partir. Alors, ce sont les gens les plus mécontents qui partent. Ils en ont assez de tout ça. Et donc, ces gens qui étaient pas très mécontents, eh bien, eux aussi finissent par partir. Petit à petit. Donc ça aussi, c'est un problème. Un problème pour le changement qui pourrait avoir lieu, non? Malheureusement. Comment tu vas, François? Je sais, François, non, tout d'un coup. Comme tu vis en zone sismique, moi j'imagine que tu gardes la corde, le pyjama ou autre à portée de main. Et puis, il y a des scènes d'eau très négociées, tu sais. Des gens intelligents en sous-vêtements pendant les séismes, n'est-ce pas? En sortant là-bas tout de suite, comme il fait froid, je suppose que c'est plus facile pour tout le monde de traîner en pyjama. Non, je suppose, mais enfin je ne parle pas du froid. Et salut, comment vas-tu, Moreau? Très bien. Gary, comment ça va? Comment tu vas? Salut, hein? Très bien, Nicole et Franco, comment tu vas? Tu vois? Y a-t-il eu un séisme là-bas en Espagne?
Attends, non, je n'ai rien entendu. Ah oui, regarde petit. Mais oui, il y a eu un séisme. 4. Ah non, attends. Non, non, non. 3,6 à Armignon, en Espagne, dans le nord de l'Espagne. Regarde si on peut l'attraper. Voyons par ici. Pourquoi l'on ne le voit pas? Ah, pardon, il est là. Où est-ce qu'on le voit? Il est là, il est là, il était en France. Non, celui-ci, il est là. Regarde, il est là. C'est ce séisme de magnitude 3,6 juste au nord de l'Espagne, tout près de la frontière avec la France, non. Mais voilà, c'est bien le séisme ici. 3,6 Armignon, 10 km de profondeur. Je suppose que même petit, les habitants de la région l'ont ressenti. Non? Voilà. Merci pour l'info, Nicole. Salutations, dit-il. Comment vas-tu, Alfredo? Très bien, dit-il. Exactement, tremblement de terre est synonyme de séisme. C'est exactement ça, oui, tout à fait, c'est vrai, mais c'est l'habitude, c'est comme ça qu'on l'utilise pour une chose ou une autre. Mais tu as aussi ce dont parlait Al, et ça c'est vraiment une question d'usage. Exactement, oui, c'est une habitude ou pas, moi aussi je commence un peu à l'utiliser partout. Parfois non, mais je m'y habitue, n'est-ce pas? Tremblement de terre avec ou sans salle plus grande, je comprends que les deux sont valables, dit-il. Salutations d'Argentine, dit-il. Je viens d'arriver. Quelle nouvelle du 7-6? Eh bien, regarde 7-6. Séisme qui a frappé la côte nord-est du Japon, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas ce qui se passe nord-est du Japon. Nous avons vu certaines images, assez impressionnantes. On peut voir que ce genre d'image provient des caméras, typiques de celles de sécurité. Il faisait nuit. Il était 11h-15h locales. Certains disent que cela a duré 1 minute, et on voit ici que cela a commencé à 11 heures. Oui, regardez, faites attention, le mouvement débute à... Laissez-moi revenir, voyons combien de temps il dure. Il est 23h15, ça commence, le séisme débute à 11h15. Il était environ 11h15 et 30 secondes, quelque chose comme ça, et regardez combien de temps ça dure. Il s'est déjà écoulé environ 30 secondes depuis le début du séisme, ça continue, ça continue, ça continue, le séisme continue. Et maintenant ça se termine, hein? Presque 1 minute s'est déjà écoulée. Tremblement de terre long, hein? Regarde, ça continue de bouger. Ça fait déjà 1 minute, là ça commence à se calmer. Donc on peut dire qu'il a duré environ 1 minute. Du moins, d'après ce qu'on voit sur cette caméra, il y en a une autre. Je l'ai retirée d'une des prises, je l'ai enlevée parce que le jeune homme faisait des bruits très drôles. Et j'allais rire et je me suis dit non, je ne veux pas me moquer, évidemment. Je ne veux pas rire, c'est quelque chose de sérieux. Je veux dire, il ne lui est rien arrivé, non, c'est tout. Après, on rira si vous voulez. Mais en vérité, j'ai commencé à me dire que je ne voulais pas que ça arrive. Regardez, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi je l'entends. C'est-à-dire, tout à coup, ces sons, je les entends moi, même si je ne mets pas le son, je les entends, donc tout à coup, voilà. J'ai même pensé que je jouais, je croyais que je jouais, et puis j'ai vu que, ah non, oui, c'est bien ça. Même un média en parlait, évoquant la durée, n'est-ce pas? C'est aussi un incendie qui s'est produit au Japon, à Aomori précisément. Ils ne savent pas si c'est lié au séisme, mais il y a bien eu un incendie, qui, comme nous l'avons vu, a déjà été montré sur plusieurs images, n'est-ce pas? Ceci est une chaîne de télévision qui affiche également l'heure, et on voit que cela coïncide avec 11h11:15 avec 30 secondes, c'est là que ça commence, n'est-ce pas? Ceci est la chaîne d'information télévision Ashi-Asahi, et elle montre aussi toute cette activité, n'est-ce pas? Alors, y a-t-il une alerte tsunami pouvant atteindre 3 mètres? Comme je vous le disais, il y a déjà des rapports indiquant que de petites vagues sont arrivées. La télévision japonaise annonce des vagues de 20 cm à 50 cm. Les vagues, bien que petites, sont tout de même des tsunamis. Pas des vagues ordinaires, n'est-ce pas? La vague normale reste tandis que le petit tsunami avance sans cesse. Et c'est ce qu'on a pu observer, non? Allons-y. Ça c'est autre chose. On m'a envoyé une vidéo, mais je ne pensais pas que c'était le séisme. Mais non, ce n'est pas bon ça. Et il dit, d'accord, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ah, ils sont là en train de discuter, c'est super. Je crois que c'est tout, non?
Enfin, je crois que c'est tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Donc pour résumer, je dirais que oui, il y a eu des blessés, à d'autres moments non. On ignore le nombre, mais il y a des blessés dans un hôtel, n'est-ce pas? Un blessé dans un non. Quelques blessés dans un hôtel, dans un port aussi, et je ne me souviens plus où d'autres. L'hôtel, c'est un employé. Au port aussi. C'est là où il y en a plusieurs, et bon, je n'ai pas encore le nombre exact. Mais laisse-moi voir si le Japan Times ou un autre en parle. Ces médias japonais, normalement, ne croyez pas qu'ils sont les plus rapides. Parfois, ce sont d'autres qui le sont. Mais regarde, hein. Bon, ils commencent quand-on déjà à partager les mêmes images que nous avons plus ou moins diffusées, celles des caméras de vidéosurveillance. Et tout ça? Regarde, il y a aussi le monsieur dont la voiture est tombée dans un trou. Il va bien. Il dit que ses blessures ne sont pas graves et ne menacent pas sa vie, donc il est rassuré. C'est bien ça le sujet? C'est une voiture, il dit avoir perdu le contrôle et être tombé dans un trou, sans préciser si c'est dû au séisme. Ou quoi, n'est-ce pas? Hein? Non, pas la télé, regarde The Japan Times pour une mise à jour. Ah mince, une page s'est effondrée chez eux. Regardez. Voyons, je vais le mettre ici, mais leur page vient juste de tomber. Je trouve ça étrange pour le Japon et The Japan Times. En tout cas, ça m'affiche une erreur. C'est là, enfin... Non, ce n'est pas là, hein. Attends, laisse-moi voir si c'est juste l'article qui est tombé ou si c'est tout le média qui est hors ligne. La vérité, c'est que non, permettez-moi. Oui, c'était juste que c'était la note qui est tombée. Je pense que beaucoup de gens la regardent, parce que c'est là qu'ils mettent à jour, le média continue de fonctionner, mais c'est la note où ils font les mises à jour. Tout s'est effondré chez eux. J'imagine qu'il y avait trop de vues vapeur là-bas, ils étaient là à regarder, et finalement ça a fini par tomber, n'est-ce pas? Mais ça s'est déjà relevé là. C'est là, regarde. Non, la mise à jour est là, mais je ne vois rien de nouveau. C'est ici. On sait déjà où est allée la vague, exactement. Celle de 50 cm est la plus grande qui soit arrivée jusqu'à présent. On sait déjà où c'est à Urakawa, voyons tout de suite où se trouve Urakawa. Et ainsi nous aurons déjà une idée plus claire de savoir si c'était dans la zone qui était en alerte ou si ce n'était pas le cas. Oui, c'est celui-ci, oui, celui-là, c'est que bon, c'est ce qu'il disait. Le rapport d'alerte, c'est que non. C'est-à-dire qu'ils attendent, parce qu'il se peut qu'il y ait 3 vagues, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord une vague, puis une vague plus grande, et ensuite une 3e vague encore plus grande. C'est-à-dire que tant que l'alerte n'est pas levée, c'est ici, tant que l'alerte n'est pas levée, eh bien, on leur dit de ne pas revenir. Je veux dire, c'est intéressant aussi pour apprendre, parce que on peut croire, la vague est passée, tu peux revenir. Non. Au Japon, on leur annonce une possible 2e vague, puis une 3e encore plus forte. Donc, eh bien, c'est cette zone où la première vague du tsunami de 50 cm s'est produite. Ça ne semble pas beaucoup, vraiment, normalement, il n'y a pas beaucoup de risques avec ça. Mais il faut se rappeler que ce sont des vagues qui avancent, pas qui restent immobiles. Comme la vague qui fait cela puis revient. Non, c'est plutôt une vague qui avance un peu, peut-être sur des centaines de mètres. Cela dépend de la côte et de sa forme, mais parfois elles avancent un peu. Surtout dans les zones basses, elles peuvent peut-être provoquer une petite inondation. Et ça t'emporte, non? Enfin, ça te déplace, n'est-ce pas? Si tu es déséquilibré ou au milieu, ça peut te déplacer ou faire tomber quelque chose. Non, ce ne sont pas des problèmes graves, mais disons que c'est ça. Ça te projette des déchets, des gravats, tout ce que la mer ou la côte apporte, ça te le projette à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on peut voir, du moins jusqu'à maintenant. Hein. Cette vague s'est produite à Urakawa où est tombée, n'est-ce pas? Cela s'est produit dans les zones ici, 1 heure plus tard. Regardez, ici, il y a aussi l'heure. Je l'ai déjà à 12h21, donc 1 heure et 6 minutes plus tard. 1 heure et 6 minutes plus tard. Déjà mardi, parce qu'à 23h, eh bien, c'était déjà mardi. 9 décembre, n'est-ce pas? Oui, 9 décembre, oui, donc celui-ci aussi, dans celui-ci aussi. Une autre vague de 50 cm a aussi touché Kuji, préfecture d'Iguet. Forte se connaissait das Consoracade. À 12h10. Elle est arrivée environ 11 minutes avant la première. Que dire, une autre vague est arrivée, encore une. D'après l'agence météorologique du Japon,
L'intensité sismique enregistrée est de 6 sur l'échelle japonaise. Non, c'est aussi le 7-6 dans leur registre, car c'était une échelle sismique de 6. Le secrétaire en chef du cabinet, Minoru Kihara, a confirmé que le gouvernement recueille des informations sur d'éventuelles victimes et des dégâts matériels. Le gouvernement est en train de mettre en place un bureau de gestion de crise au sein du bureau de la première ministre, Sanae Takaichi, en réponse au séisme. Selon les instructions de la première ministre, nous mobilisons toutes les ressources pour évaluer les dégâts, mener les opérations de recherche et de sauvetage si besoin, et mettre en œuvre les secours d'urgence en cas de catastrophe. Lors d'une conférence de presse au Japon, le principal porte-parole du gouvernement affirme que la vie humaine reste la priorité. C'est ce que rapporte The Japan Times. En ce moment, environ 900 foyers dans la région de Hokkaido et Tokushu sont privés d'électricité à cause du séisme, selon Hokkaido Electric Power et également selon la compagnie Tohoku Electric Power. Le même porte-parole indique également qu'aucune anomalie n'a été signalée à la centrale nucléaire de Hagashidori, qui est la plus proche de l'épicentre, dans cette centrale nucléaire de Hagashidori. Dans la préfecture d'Amori, il n'y a pas de problème, et la centrale nucléaire d'Onagawa n'a pas non plus de problème, qui est également proche de la zone. Dans la préfecture de Miyagi, regarde, comme je le disais tout à l'heure, qui était ce qui parlait de Miyagi? Eh bien, voilà, regarde la préfecture de Miyagi, regarde aussi, ils ont été touchés là-bas. Bon, mais les centrales nucléaires vont bien. D'après ce que disent les régulateurs nucléaires, aucune anomalie n'a été enregistrée dans la centrale. Non plus, celle de Tomari. Selon le rapport du Japon, non, donc voilà, c'est le rapport. 3 centrales nucléaires dans la région vont toutes bien, dit-il. 2 avions de chasse F-2 basés à la base aérienne de Okakuri de la force d'autodéfense aérienne. Un hélicoptère de patrouille SH-60 basé à la base navale d'Onigato de la force d'autodéfense maritime et 2 avions de chasse F-35 basés dans la région de Misawa de la force d'autodéfense aérienne recueillent actuellement des informations. C'est fou, hein? Ils sont vraiment fous avec leurs avions, avec des jets de guerre, en gros un F-2, 2 F-2, un F-35 et l'hélicoptère dont je vous parle qui scanne la zone pour voir s'il détecte un risque depuis les airs. C'est vraiment intéressant. Je n'avais jamais vu d'avion de chasse opérer pour ça. Eh bien, c'est ce qu'il rapporte en ce moment. Il est descendu à cause de la vitesse, vous voyez, eh bien, un peu plus rapidement. Tout le problème possible qui pourrait se produire, mais bon, voilà, non. C'est aussi une partie de ce qui est en train d'être mis à jour en ce moment. Oui, Fukushima était proche, mais aucun problème n'a été signalé à cette centrale jusqu'à présent. Je continue à lire par ici, il dit. Ah mince, ils sont restés ici de ce côté, et maintenant le chat, il demande ça va? Merci beaucoup, salutations, Mélanie, très bien, il dit. Sapporo est fort, avec les palais. C'est quoi Sapporo? Qu'est-ce que c'est? Ça me dit quelque chose. Comment tu vas? Salutations. Oui, c'est avec ça qu'il parle. Oui, je peux le voir, au Japon, oui, je peux le voir. Bah non, j'ai déjà vu que ce ne sera pas là où il mettait à jour. Non, il ne me laissait pas voir, maintenant il me laissait voir, mais oui, c'est que tout le monde est là, on ne regarde pas là, il dit. Salut, comment ça va, Miguel? Un grand salut à toute la communauté qui est en nouvelles sur la chaîne, abonnez-vous, aidez-nous avec ça. Et voilà, ici tous les jours, des informations en direct. Nous ne discutons pas toujours de l'actualité de la planète, je crois que nous avons une nouvelle image, voyons. Ah bon, ça c'est autre chose, on en parlera plus tard, pas maintenant, mais bon, il y a aussi d'autres sujets importants. Et celle-ci, qu'est-ce que c'est? Celle-ci aussi, c'est la même chose ou pas? Ce canyon est impressionnant, non? Regardez, on peut le voir par ici, c'est celui-là, il est là, regarde, des milliers de décédés sont réunis là, ça, eh bien, ils assurent qu'ils sont revenus en Turquie. Quoi? Ces Syriens ont déménagé en Europe pendant la guerre civile, et maintenant, eh bien, est-ce que ces milliers de Syriens seraient réunis à... Ah, c'est à Berlin, et ils célèbrent la chute du régime d'Assad? Regarde le nombre de réfugiés. Oui, beaucoup sont retournés en Syrie, mais beaucoup non, n'est-ce pas? Autrement dit, beaucoup d'autres ne l'ont pas fait, n'est-ce pas? Celui-ci, évidemment. Eh bien, j'imagine que beaucoup d'entre eux ne voudront plus retourner en Syrie, n'est-ce pas?
parce que beaucoup ont même eu leurs enfants là-bas en Allemagne et ailleurs, non? Donc, eh bien, cela attire aussi l'attention, aujourd'hui. Tout à l'heure, nous verrons quelles informations il y a sur cette célébration de l'anniversaire de la chute du régime d'Assad. Qui d'autre est cela, hein? Super, dit-il. Ah, salutations. Ah, Ange, comment ça va? Hein, Patricia? Ça va? Très bien, allons-y, on ne part pas encore. Nous reviendrons avec d'autres données et informations. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ce petit moment. S'il y a une autre information, nous en parlerons dans une vidéo. Non, c'est comme ça que le tsunami arrive avec la force de l'eau. J'ai attendu un moment, mais ça fait déjà presque 2 heures, donc je pense qu'on va y aller. Je suppose que non, ils ne vont pas lever l'alerte tout de suite. Il est presque 3 heures là-bas, n'est-ce pas? Bon, Japon, voyons, il doit être presque 3 heures. Normalement, oui, jusqu'à 3 heures, il y avait une probabilité que ça arrive. Voilà, comment ça s'appelle? Il est 2h44 du matin. Ça devrait arriver au Japon. Donc, je suppose qu'à un moment donné, ils vont déjà lever l'alerte. Espérons que ce soit tout et que cela n'entraîne pas d'autres problèmes. Merci beaucoup à Estrelita, salutations, un grand salut à toi et bonne chance avec Planetita qui avance mais qui n'avance pas très bien. Super Miguel, salutations à Patricia, Rosé, Tokayo, Francisco, toute la communauté qui était ici en direct Refugio, un énorme salut. Mais si je reçois encore quelque chose, je ne vais pas dire non. Non, non. Bon, eh bien, une accolade, on se voit plus tard. À plus tard. Merci d'avoir suivi le PP en direct. À bientôt. Où les événements de la planète Terre et les mystères de l'espace sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné